Salutations à nos amis de Best Buy qui fournissent l'équipement audiovisuel de la commission athlétique pour qu'on soit en mesure de vous présenter tous les podcasts qu'on a à vous présenter sur la plateforme. Merci à Best Buy. Comme ça, on est en mesure de vous présenter le 3e épisode des Compteurs. Tous les secrets de la business du sport. Les Compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani. Déjà le 3e show de votre podcast de sport business, Les Compteurs. Les Compteurs, salut! Bonjour! Salut! Sacha Gavani. Yes, salut! Merci de vos messages. D'ailleurs, j'en entends beaucoup parler de ce show-là. Tu sais, quand on dit l'argent intéresse les gens, c'est vrai, les gens s'intéressent à l'actualité sportive, la business dans le sport. On va faire comme on fait à l'habitude, commencer avec un petit bloc actualité parce qu'il s'en passe beaucoup. Là, vous étiez au Centre Bell, vous autres, cette semaine, fait que vous ne l'avez pas regardé sur Amazon Prime. Moi, j'ai vécu ça à la maison. Sur Amazon Prime, le premier match de la Ligue nationale de hockey, qui a d'ailleurs forcé le commissaire Gary Bettman à se déplacer au Centre Bell. À quel point c'est gros quand Bettman sort pour aller dire « Hey, on a un nouveau partenaire puis on l'aime ». Ben, moi, je pense que sa présence dit tout. Là, le contrat est à renégocier dans les prochains mois, probablement. Là, il reste techniquement la saison actuelle puis l'autre saison. Je pense qu'avec la conjoncture, avec la convention collective aussi qui vient à échéance, je pense que les négos vont peut-être être précipités un petit peu, surtout que le format risque de changer. Je pense que Bettman est un gros fan d'Amazon. C'était spécial hier. On assistait à une scène à RDS où Alain Crête était assis à côté de Gary Bettman qui était en train de lui dire que les gens ne regardent plus la télé, qu'ils regardent maintenant les plateformes, et il faisait ça assis en direct à la télé. C'était vraiment spécial ce qu'on a vécu hier en mêlée de presse avec tous les journalistes dans le scrum. Il a dit mot pour mot, il y a plus de gens qui sont abonnés à Amazon Prime que de gens au Canada qui ont d'abonnement au câble traditionnel. Ben, je veux dire, ça reste que si c'est vrai ce qu'il dit, je doute pas que ce soit vrai, ça reste qu'il faut que tu le prennes en considération. Puis la réalité, c'est que Bettman, il travaille pour les propriétaires de la Ligue nationale de hockey et il y a un job à faire. Comme Alex dit, les négos s'en viennent. Puis t'as Amazon Prime qui est vraiment agressif avec leur stratégie hockey, tu sais, quand même, ils voient vraiment le hockey dans une grosse partie de leur stratégie. Puis là, il y a eu quand même beaucoup de promos faire autour de leur premier match hier, en amont de l'écouter sur Amazon Prime. Fait que si ça marche, puis la Ligue, puis l'Amazon voit des résultats, puis la Ligue aime le partenariat, je veux dire, ça peut mener à des très belles négos, là. On l'affichera à l'écran, là, puis Alex, je l'ai envoyé tantôt, je l'ai montré, là, mais on va personnaliser la promo hier, l'image, là. Pour le match canadien-pingouin, c'est un pingouin qui se promène sur la rue Sainte-Catherine avec son foulard de pingouin, mais entouré de cônes orange. C'est vraiment là où on s'en va. Ça, c'est gênant, par exemple, qu'on est cônes orange. Montréal, cônes orange. mais pour vrai, moi, je trouve que les Sportsnet, TVA Sport, dans leur deal avec la NHL, Bell aussi avec le deal avec les Canadiens, ça n'a pas été le Klondike, là. Fait que là, je pense qu'au-delà de continuer à augmenter les revenus puis l'accessibilité du contenu puis aller où que les gens sont, c'est qu'il faut que tu te diversifies aussi pour pouvoir espérer atteindre les revenus, mais surtout continuer à croître. Puis ces contrats-là, tu divises ça avec plus de clubs en passant. Non, c'est sûr. Point de vue, deux affaires. Point de vue téléspectateur, l'enrobage du show est exceptionnel. Ça part, tu as le goût de l'écouter, c'est plus actuel, c'est plus jeune. Les vidéos d'intro sont très, très hyper. D'habitude, les broadcasts anglais sont très, très Maple Leafs. On essaie de te rentrer des Maple Leafs dans la gorge. Même quand c'est pas un match des Maple Leafs, là, c'était très, très canadien-pingouin. L'équipe de diffusion était très bonne. Et je sais pas comment on peut expliquer ça, mais au niveau de l'image, c'était plus clair. Amazon Prime, hier, la définition des joueurs dans ma télé était plus claire que ce que RDS nous présente à l'habitude. Pourtant, ça devait être les mêmes caméras. C'est les mêmes caméras, mais je sais pas pourquoi. Puis on en a parlé dans le club du matin ce matin, mais sur la messagerie texte, c'est revenu beaucoup la qualité du son, le calibrage commentateur versus full. Pour moi, ils ont réussi leur pari. Mais il était équipé. Moi, j'ai regardé le match sur la passerelle, mais par l'entrée des médias, j'ai passé devant leur set. Puis, ils sont arrivés avec une équipe quand même très importante, plus importante que la gang qu'on est habitué de voir au Centre Bell. Fait que, en tout cas, il y avait un beau setup aussi. Là, Marc Messier était là, gros gage de succès, beaucoup de crédibilité aussi en même temps. Puis tu sais, ce qui est fou, puis là, c'est peut-être juste moi aussi, mais tu sais, quand t'as le Nicolas Saforêt, des fois, tu le vois plus nécessairement, mais le fait que leur client, ce soit la NHL et non le Canadien de Montréal, j'ai l'impression qu'on analyse plus le hockey et le match
que le Canadien en tant que tel, et qu'on est peut-être pas, je veux pas dire moins clément, mais qu'on est peut-être plus objectif sur la façon de voir le match. Puis j'ai adoré ça, honnêtement. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bon. Il y en a 5 pour le Canadien cette saison. Le reste, tous les autres lundis, c'est les formations canadiennes là, qui vont recevoir justement l'équipe d'Amazon Prime, mais on vient d'ouvrir une porte. Assurément qu'on vient d'ouvrir une porte. Non, c'est clair. Les Roses, Montreal Roses, les Roses de Montréal, ont lancé officiellement leur branding, le club de soccer féminin dans la Super Ligue du Nord. Avec plein d'Isabelle Chevalier comme investisseuse, plein d'investisseurs qui ont été annoncés. Maxime Crépeau, qui est gardien de but dans la MLS, est là également. Je ne sais pas si tu as vu les images du lancement. On en a parlé d'ailleurs, Olivier Brett, là, dans le fond des filets, au fond des filets avec Fred Laure. Quel beau branding. Ouais. Puis c'est rare à Montréal que ça semble être unanime pour un branding. Les dernières années, ça a fait jaser partout. Autant le CF que même la Victoire récemment avec le nom. Il y en a qui pas tout le monde était convaincu. Mais quand ils ont sorti avec les Roses de Montréal, je pense c'est presque unanime. Pas dire unanime, mais presque unanime. Réussi. Puis bravo parce que ces ligues-là qui partent, c'est important qu'ils partent bien. Là. Puis c'est important que tu gardes un momentum. Puis c'est facile, on l'a vu, perdre un momentum et faire changer la discussion autour d'un mauvais branding versus de se concentrer sur les vraies choses. Fait que d'amener ce élément positif, qui pour moi va aussi rassembler les gens autour de l'équipe, amener des gens d'aller voir les matchs et de garder ce momentum-là. Pas juste l'année 1, mais l'année 2, 3, 4. Moi, je pense que c'est bien parti. Moi, j'abonde dans le même sens que vous autres. Moi, je trouve ça vraiment bon comme branding. Petit fait très intéressant. C'était deux agences, dans le fond, qui ont travaillé ensemble pour faire ça. C'était Garden puis Cossette. Puis Garden, c'est d'ailleurs une petite agence. C'est eux qui ont fait le branding de la commission athlétique. Entre autres. C'est eux qui avaient fait aussi le branding, le rebrand des Alouettes dans le temps. OK. Qui était réussi aussi. Qui est réussi aussi. Fait que moi, je pense props à Garden, une petite agence. Un gars qui s'appelle Sébastien Boulanger aussi, qui travaille là-bas, qui est super créatif, gros fan de sport. Ça paraît. Puis je pense qu'ils ont fait une belle job pour juste l'enseigne de la farine Five Roses. C'est comme c'est une affaire à Montréal. Je pense que c'est une touche féminine. Oui, le fait d'avoir une fleur, mais honnêtement, tout fit. Le crème, il y a une rose sur le drapeau de Montréal. Mais le lancement, la façon, les couleurs, la salle choisie, la vibe, on dirait que c'est un sans faute à date. Puis il va falloir qu'ils vendent du merch s'ils veulent générer des revenus. Tous les points de contact. Et c'est sûr que ça va être une ligue de guichet, là, ça sera pas une ligue de droit TV. Là, fait tous les points de contact avec les fans, tout l'engagement va devenir super important pour que cette équipe-là puisse avoir tout ça. On va leur souhaiter vraiment la meilleure des chances parce qu'il y a plusieurs personnes d'ici, des investisseurs qui ont mis la main à la porte pour que ça fonctionne. Puis c'est pour permettre à des filles de jouer au soccer professionnel, d'être payées, puis de pas s'exiler en Europe pour aller jouer. C'est parfait. Amy Walsh en a parlé aussi là, avec Olivier Brett, c'est ça. Puis elle disait, c'est juste le fait d'avoir une destination. Avant, la destination, c'était l'équipe nationale. Une fois que ça c'était fini, c'est ça. Fait que non, tant mieux. Il y a des chances. Dernière nouvelle dans le bloc actualité. Alex, t'as pas mal d'infos sur le nouveau Intuit Center à Los Angeles, le domicile des Clippers, qui est pas très loin du SoFi Center en même temps. 2 milliards le coût de construction. En fait, oui, c'est ça, pas de corriger, là, mais le Intuit Dome. Dome, moi, c'est vrai. Écoute, LA, là, pour ceux qui sont allés, le Staples Center, qui est devenu le Crypto.com, était l'aréna des Kings et des Lakers et des Clippers. Mais tu sais, on s'entend, il fallait que les Clippers mettent des draps par-dessus toutes les chandails retirés des Lakers à chaque fois qu'ils jouaient. Puis, anyway, c'était pas leur domicile. C'est Ballmer, dans le fond, ancien CEO de Microsoft. Ça, CEO, CEO, je pense. CEO de Microsoft qui a acheté l'équipe, en fait, dans la saga Donald Sterling, qui avait des commentaires racistes, etc. Écoute, c'est un fan de basket, ça paraît. Il a fait un aréna pour le basket. Pour le basket. On en parlait, là, c'est 18 000 sièges, mais tous les sièges ont une vue incroyable. Il y a un mur où il n'y a aucune loge, aucune démarcation, aucun balcon. Fait que c'était comme un mur complètement à pic pour checker le basket. Le plus de toilettes dans la ligue pour que le monde passe le moins de temps là, pour qu'ils puissent aller voir les matchs. L'écran géant est en fait un anneau qui fait le tour du stade en haut des deux côtés.
l'information qui est projetée là est incroyable. Ils ont des lumières sur les bancs pour contribuer, dans le fond, à l'animation, à l'ambiance. Puis, écoute, 2 milliards de dollars pour bâtir ça. Madison, MSG, là, dans le fond, là, sont propriétaires de l'ancien forum à LA. Puis là, eux autres, ils ont essayé d'empêcher que ça soit construit. Écoute, ça a été une saga, mais cette affaire-là, c'est le mois prochain sur ma liste d'Arena à aller visiter. Ça va être quelque chose de vraiment différent. Il n'y a pas si longtemps, les Clippers étaient la risée de la NBA. Avant que Ballmer achète, là, quand Sterling était le propriétaire, là, cette équipe-là n'allait nulle part. C'était dans l'ombre des Lakers. C'était écoute, vraiment dans le plus gros marché ou presque aux États-Unis, mais l'équipe la plus insignifiante. Puis, depuis que Ballmer a pris ce club-là, a amené du talent, a fait allé chercher Paul George, Kawhi Leonard, a rendu cette équipe-là. Donc, Kawhi, quand il est parti de Toronto, là. Ça a fait beaucoup de peine aux fans des Raptors, avec raison, mais c'est sûr. En même temps, pour les Clippers, de sortir de l'ombre des Lakers, puis pour voir un centre comme ça qui se construit, chapeau, honnêtement, puis je suis sûr que si on avait des gars d'immobilier autour de la table, on se questionnerait sur mettre 110 toilettes, ton pied carré, es-tu bien investi? Mais l'expérience, je pense que de compétitionner avec les Lakers, tu as besoin d'investir dans une expérience de match qui va sortir du lot. Parce que c'est pas vrai que les Clippers vont prendre le dessus sur les Lakers en termes de notoriété. Non, t'as pas l'histoire, mais après ça, tu sais, écoute, pour moi, je trouve que ce que les Clippers vont avoir réussi à faire, c'est créer leur propre identité. Exact. Ils ont même rebrandé et tout ça, puis on s'entend qu'à LA, c'est pas le choix qui te manque en ce moment. Tu sais, au moment où on se parle, les Dodgers jouent encore. Toute la MLS est encore en place. T'as aussi toutes les équipes de hockey. Ça va jusqu'à deux équipes de foot. Deux équipes de foot. Il faut que tu te démarques. C'est une immense ville. Ils ont beaucoup de monde, mais faut que tu te démarques. Tu sais aussi, je lisais à quel point des stades peuvent revitaliser des quartiers dans lesquels la vie est dure. Des fois, là, c'est à Inglewood. Justement, l'Intuit Dome. Il y a des endroits, le stade des Marlins où il est placé à Miami, là. Tu vois, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Selon moi, on n'a pas été capable. C'est ça. Mais le but premier était ça, là. Parce qu'il y a beaucoup d'itinérance alentour. Je me rappelle, j'ai débarqué de l'autobus, il y a 3 poules qui ont passé en avant de moi avant de rentrer au match des Marlins. Tu fais, OK, c'est pas. Mais là, à Inglewood, on mise un peu là-dessus aussi en même temps pour revitaliser. Il y a des stades universitaires. Le stade où joue UCLA, c'est à côté de Skid Row dans LA, dans le fond. Là. Fait que c'est la pauvreté la plus extrême. 2 lumières, le parking est 70$ US. Fait qu'on mise beaucoup là-dessus. D'ailleurs, au Marlins, tu peux te parker sur le gazon des gens. Excuse-moi, on a curvé au Marlins. Même aussi, je suis allé cet été, puis les gens, ils mettent des pancartes, puis ils viennent parker sur mon gazon. Mais, tu sais, puis on a vu d'autres exemples, comme à San Francisco aussi, ça a été une belle réussite là, d'aller dans des quartiers plus difficiles. Mais moi, ce que je trouve vraiment impressionnant de ce que les Clippers ont fait, puis on en a parlé, mais c'est que c'est une chose d'arriver comme propriétaire puis de dire, je suis un fan de basket, puis j'ai ma propriété. Mais d'arriver puis de dire, je vais mettre 2 milliards dans un stade de 18 000 personnes. C'est pas gros 18 000 personnes dans le sport professionnel d'aujourd'hui. Puis d'arriver puis d'avoir eu le guts de le faire, puis sûrement ça va être un retour sur investissement éventuellement, mais ça reste que 2 milliards de dollars. Je connais pas toute sa structure de financement, mais ça prend aussi une volonté d'un propriétaire de pas nécessairement juste y aller avec qu'est-ce qui fait plus de rentable. Parce que si tu veux avec plus de rentable, c'est plus de sièges, pas 110 toilettes, puis laisse ça bien, fais un ovale, fais un cube bien simple. Fait que moi, je trouve que c'est le fun là, de voir des exemples de propriétaires qui font cette démarche-là aussi. On fait le tour du bloc actualité pour cette semaine. Passons à la grande table de discussion parce que le sujet pourrait changer bien gros l'horizon et les prochaines années à venir dans le hockey junior québécois. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani. Le hockey québécois est appelé à changer, le hockey junior québécois. Déjà qu'on est aux prises, les gars, dans le hockey présentement, avec l'éternelle bataille entre le hockey mineur, le hockey scolaire. Tout le monde est là-dedans en train de se demander c'est quoi la meilleure affaire, puis quand, puis pourquoi. On a appris cette semaine qu'on est en voie de changer une réglementation, puis on a la meilleure personne avec nous autres pour en parler, Sacha, parce que c'est un peu ton bag,
qui permettrait à des universités américaines de venir piger dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, dans les ligues juniors canadiennes, pendant le stage junior des joueurs. Explique-nous l'affaire, là. OK. Ouais, c'est ça. Ben, on va commencer juste du début, juste pour mettre les gens en contexte, pour tout le monde qui sait comment les règlements. OK? Fait que pour jouer dans la NCAA, il faut que tu aies un statut qu'on appelle d'amateur, athlète amateur. Et selon les règlements de la NCAA, que les gens ne savent pas, mais c'est un livre de règlement très épais, là, c'est vraiment impressionnant. Il peut être épais aussi dans les deux sens du terme. Là, un peu. Ah oui. Ben, Ouais. puis il considérait, puis juste que c'est pas encore fait, là, fait qu'il considère même encore les ligues juniors, la CHL, donc les ligues juniors canadiennes, donc la WHL, la OHL, la Ligue junior majeure du Québec, comme étant des ligues professionnelles. OK? Et donc, à cause qu'ils obtiennent une rémunération, c'est ça? Une compensation financière? Oui, et j'ai toujours eu l'impression que c'était aussi une façon, une forme de protectionnisme aussi, de encourager les ligues USHL et autres. Bon, ça c'est juste mon impression. Parce que ultimement, avec les rémunérations que les athlètes gagnent, en junior majeur, je connais pas tous les détails, mais c'est pas avec ça que tu deviens millionnaire. Là. Je pense que c'est quelques centaines de dollars. Non, c'est ça. C'est pas grand-chose. Dans l'hockey junior, les 20 ans font 200$ par semaine à peu près. Puis sinon, c'est 40, 60, 70$. Ils considèrent ça comme du. Fait que là, après ça, ben, le règlement, qu'est-ce qu'il vient dire, c'est que tu vas dans un camp de Ligue junior majeure, que ce soit québécois ou ailleurs. Tu peux y aller pour maximum 48 heures. Et si tu reviens avant ton fin du 48 heures, tu perds pas ton éligibilité. Tu peux rester plus longtemps que 48 heures et donc passer tout le camp d'entraînement là. Mais il faut que tu payes toutes tes dépenses en lien avec rester au camp. Ce qui est en théorie, c'est une chose, mais en pratique, il faut que tu payes ton logement, ton temps de glace, ton site. Fait qu'à un moment donné, ça devient beaucoup à gérer. Fait que ça décourage les gens de rester plus longtemps que 48 heures si tu es plus axé vers un volet universitaire. Non, c'est sûr. Ça, c'est le règlement qui existe depuis des années. Là, le changement de règlement qui vient en compte, c'est arrivé parce que, là, je vais peut-être scraper un peu l'histoire, mais les grandes lignes, c'est un joueur canadien qui a joué, je pense, OHL. 2 matchs préparatoires. C'est ça. Voulait louer NCAA, ils ont dit non. Puis là, je pense que ses parents ou sa famille étaient bien gros dans le domaine légal. Puis ont trouvé un recours pour dire ça ne marche pas, ce règlement-là. Ça va à l'encontre des règles antitrust et tout. Comme, bon. Là, la NCAA reçoit ça. En plus que ça brasse beaucoup présentement la NCAA avec tout ce qui entoure le NIL. Puis ça, c'est un sujet pour une autre fois, mais tout ce qui... qui est un programme qui permet aux étudiants athlètes de recevoir de la rémunération par sponsorship. Puis que là, c'est devenu le Far West. Là, ils veulent réglementer ça. Puis, ça, en tout cas, c'est vraiment un sujet pour un autre podcast. Mais bref, ça brasse beaucoup dans la NCAA. Là, ils reçoivent cette poursuite-là. Et là, je pense que le réflexe NCAA, que je suis d'accord, c'est au lieu de se battre là-dessus, on va légiférer. Et on va changer le règlement. Et là, c'est pas encore fait, mais ce qui circule, c'est que la NCAA voudrait permettre aux joueurs qui ont joué Ligue junior majeure au Canada, donc de CHL, WHL, OHL, puis Ligue junior majeure du Québec, ils seraient admissibles à jouer à la NCAA. Wow. Puis ce que j'ai lu récemment, c'est pas officiel encore, mais là, c'est que s'ils peuvent démontrer que ce qu'ils ont gagné comme rémunération ne dépasse pas les dépenses en lien avec leur sport. Tu sais, fait que ton logement, tout ça. Fait que tu fais pas de profit avec ça. Bon, une sémantique un peu. Effectivement, moi, ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que ce que je trouve difficile pour les jeunes de 15-16 ans qui ont un bon talent au hockey, tu leur demandes très jeunes de prendre une décision. Selon les règles actuelles. Selon les règles actuelles. Parce que là, tu dis, en ce moment, hey, tu t'es repêché par les Foreurs de Val-d'Or, mais là, t'es sûr que tu veux y aller? Ouais, mais t'as une offre sur la table, t'as un commitment verbal pour dans 3 ans. Parce qu'oubliez pas une chose. Parce que t'as du temps à tuer aussi, il faut que tu continues à jouer au hockey entre les deux. Hein. Une statistique intéressante. La moyenne d'âge d'une recrue hockey universitaire aux États-Unis, c'est 20 ans. Recrue. Hein? Ouais. L'âge de Lane Hudson, qui a 20 présentement, qui va avoir 21 en février. La moyenne. Fait que t'as des Lane Hudson, des Cole Caulfield, faut baisser la moyenne. Mais en général, le parcours typique qu'on voit des joueurs de hockey qui vont universitaires américains, c'est, mettons un joueur, il va faire son secondaire 5 ici au Québec, il va soit aller faire son collégial, mais souvent ils vont aller même prep school ou faire une 12e année, ils vont aller jouer Junior A. Junior A, c'est quoi? C'est CCHL, BCHL, OJHL, Ce sont des bonnes ligues. C'est des bonnes ligues.
Puis après, vont aller universitaires américains vers l'âge de 20 ans. Des fois même 21. On rentre à l'université à 19-20 ans, oui. Ouais, C'est ça. C'est ça. Fait que c'est juste qu'au hockey, la réalité au Québec, c'est junior majeur, puis si tu fais pas midget 3 à 16 ans, tu te fais dire, c'est junior majeur à 16 ans C'est en ça. plus. Là. Fait que c'est comme, regarde, la réalité, c'est que c'est très différent. Fait que là, à 16 ans, t'as un kid qui se fait offrir des verbal commitments. Puis d'ailleurs, ça s'est vu souvent qu'il y a des verbal commitments qui ont été enlevés sur la table plus tard. Là. Ouais. Fait que tu te fais donner un verbal commitment à Northeastern, mais t'as une chance d'aller jouer pour les Foreurs. Qu'est-ce que tu fais? Fait que ça met toujours les jeunes dans des positions difficiles. Mais là, avec ce genre de règlement-là, tu pourrais voir, va jouer junior majeur. Commence ton stage. Ouais. Si tu réussis à aller plus loin dans le pro, correct, mais sinon, tu as l'opportunité d'aller vers l'université, tout en t'assures de préserver ton éligibilité au niveau académique, tu as les cours, la même chose que tu ferais pour l'NCA normalement, mais ça t'ouvre une porte. Si ça se passe, moi je pense que ça peut être super intéressant. Tu vois, moi quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai trouvé ça super intriguant en passant. Puis, ça a toujours été, on s'entend, c'était une forme de protectionnisme, je pense que tu as raison. Ça faisait pas de sens la règle. Tu n'étais pas un professionnel. Puis ce que les joueurs dans la NCAA obtiennent comme amateurs, c'est probablement plus important que ce que les joueurs juniors recevaient ici. Mais ce que moi, je me suis amusé à faire, c'est essayer de voir qui va être les gagnants, les perdants, comment que ça peut changer, l'espèce de paysage. Puis au départ, je me disais, tabarouette, c'est pas bon pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mettons, je me suis dit ça. J'ai dit, attends une minute, peut-être que l'inverse, en fait. Je pense que c'est l'inverse. Parce que là, dans le fond, pense-y, tu sais, si toi, tu n'as pas à prendre cette décision-là, que tu peux rester proche de la maison au Québec pendant que tu es encore jeune, 15, 16, 17 ans, tu es dans une ligue très en vue, dans la CHL, une ligue où plusieurs joueurs sont repêchés, ou que les équipes apprécient avoir des joueurs qui jouent du 70 matchs par année, qui jouent une game physique, une game qui peut ressembler un peu plus au rudiment de la Ligue nationale de hockey. Puis si ton stage junior s'avère correct, mais pas aussi fructueux que tu l'aurais voulu, tu n'as pas perdu ton éligibilité pour aller dans la NCAA. Fait qu'on dirait que les impacts, comment que moi je le vois, c'est quoi, peut-être ça va limiter l'exode de talent. Macklin Celebrini a joué aux States, dans le fond, dans la NCAA. Pas touché au hockey junior canadien. On aurait pu le voir pour quelques années. Fait qu'on dirait que pour le junior au Canada, je me dis, c'est quoi, c'est peut-être pas si pire. Après ça, on sait jamais comment que la poussière va tomber. Après ça, pour la NCAA, je me dis, je pense qu'il va y avoir un influx de joueurs plus vieux. Je pense pas que ça va les aider à ils n'auront pas plus jeunes. Mais je pense que les joueurs plus vieux, je pense que c'est ça l'impact que ça va avoir. Puis peut-être le gros perdant là-dedans, c'était les ligues qui étaient comme bâties autour de cette réglementation-là, comme la USHL. La BCHL. Ça va écouper, la parce USHL. Que là, eux, ils viennent perdre un peu leur utilité. Le hockey universitaire québécois. Le hockey universitaire canadien, les gens sous-estiment, mais c'est un excellent niveau de hockey. Les Pats de QTR, Marc-Étienne Hubert a coaché là. Non, c'est du bon hockey. Nous, avec l'entreprise que j'ai avec ma mère, où on place les jeunes, les joueurs de hockey qu'on a, des fois, ils étaient comme, si je rentre pas NCAA D1 ou je rentre pas NCAA D3, je peux aller U-Sports. Non, U-Sports, c'est vraiment fort. Là. Parce que t'as tous les anciens juniors majeurs. Ben oui, parce que j'avoue. Fait que des gars qui n'étaient pas éligibles NCAA, qui veulent continuer, ils vont aller vers. Fait qu'à mettons, quand je parlais au coach de McGill, le coach d'Ottawa, ok, t'es comme, il faut que je vois comment mon recrutement junior majeur va, puis après ça, je vais me tourner vers le junior A. Versus NCAA, D1, D3, c'était, je vais me concentrer vers le junior A. Mais, je pense, ce qui va être intéressant, comme tu as dit, on ne sait pas comment la poussière va retomber. Je pense qu'il va y avoir nécessairement un shift, mais ça va mettre en lumière un plus gros problème qui existe dans le hockey universitaire NCAA. Il n'y a pas assez de programmes. C'est ça. Il y a à peu près 60 universités D1 NCAA. C'est tout? C'est tout. Au golf, t'en as 250. Oui, je sais. Au baseball, t'en as autant. Le hockey n'a pas assez d'offres. Et il y a peut-être 20 ans, tu peux dire, le hockey aux États-Unis, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Il y a moins de demandes. C'est correct. Mais là, en date d'aujourd'hui, c'est très, très difficile d'entrer D1 au hockey NCAA. Et, c'est sûr. Puis, excuse-moi, je te coupe, mais c'est très géographiquement concentré dans le nord-est des États-Unis aussi. Ça. Mais après ça, tu prends... Fait que là, tu as de NCAA D1. Tu as NCAA D3 qui a plus de programmes, mais c'est quand même pas la mer à boire. Non. Mais là où est-ce que tu as une ligue qu'on n'entend pas souvent parler,
mais qui vaudrait la peine de s'informer, c'est la ACHA. La ACHA, c'est comme la NCAA. Fait que NCAA égale ACHA. Mais ce qu'on appelle, peut-être vous avez déjà entendu l'expression du club hockey. Ah, ok, J'ai joué du club hockey dans une... Fait que ça, c'est des universités comme Syracuse, ou comme North Carolina, ou comme UCLA, qui ont des équipes de hockey affiliées à l'université, mais qui ne sont pas gérées par la NCAA. Et un collègue à nous dans l'entreprise, c'est le directeur exécutif de la ACHA. Quand tout ça se brassait, puis qu'on jasait, on avait un meeting, un Zoom, 1 mois et demi, il s'appelle Craig, puis moi on se parlait, puis comme, ben lui il dit, nous on est à l'avant-plan pour notre ligue, c'est super, parce que dans la ACHA, il y a à peu près 430 universités qui offrent du hockey, club hockey, wow. C'est énorme. C'est juste qu'il y a moins de ressources financières, il y a moins de bourses. C'est ça. Fait que c'est plus comme... Puis des bonnes écoles? Oui, t'as des super... académiquement, t'as des gros programmes, là, des grosses universités qui existent avec ça. Ah oui. Fait que c'est juste qu'ils ont pas ils mettent pas le budget pour que ça rentre dans la structure NCAA. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un effet domino. Le D1 NCAA, je pense qu'il va devenir même plus fort. À cause ça des joueurs plus vieux, plus matures, tu vas avoir un plus gros bassin. Ben, c'est parce que des gars juniors majeurs qui percent pas NHL, t'en as. Plein. T'en as plus. Oui. Là-dedans, c'est pas tout le monde qui va vouloir aller NCAA, mais ceux qui vont vouloir y aller vont nécessairement avoir un niveau qui, selon moi, les coachs universitaires vont plus regarder à court terme que si tu joues CCHL. Puis j'ai rien contre la CCHL, j'adore, mais la perception pour moi des coachs va être que hey, tu joues 80 matchs par année, moi te prendre. T'sais. Mais tu sais, au-delà de ça, deux affaires. Quand on va bâtir le hockey junior québécois, qu'on va repêcher des jeunes de 16-17 ans qui vont aller jouer à Bécomo, ou peu importe la ville, s'il y en a là-dedans, puis ça arrive tout le temps, des late bloomers qui arrivent dans le hockey junior à 16 ans, qui font un travail honnête, deuxième saison, les choses se placent, 18, là, ils deviennent vraiment très bons. Il y a peut-être des jeunes qui vont faire ouvrir des yeux à des recruteurs d'universités américaines, à des coachs d'universités américaines qui n'auraient jamais même peut-être passé par leur système à eux. Oui. Puis que là, on va pouvoir aller les voir. Tu sais, il y a bien des coachs qui, je me souviens, là, j'en ai parlé à des coachs de hockey universitaire américains qui ont dit on aimerait ça, étudier la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça vaut même pas la peine qu'on mette de l'énergie là. Fait qu'à un moment donné, d'instant, tu vas te ramasser avec des recruteurs. Ils vont se ramasser avec un système de recrutement pour amener dans les arénas à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or, qui on est capable de sortir de ce ligue-là à 19 pour l'amener jouer avec nous autres. Puis ultimement, la balance des inconvénients, c'est que ça va peut-être affaiblir la Q sur les joueurs de 19-20 ans. Cela étant dit, deux choses. Moi, si le hockey junior canadien devient une ligue un petit peu plus jeune, parce qu'en ce moment, tu as des 16 ans, puis des fois des 15 ans qui jouent avec des 20 ans. C'est une ligue de 18 ans à peu près. Fait que, ça aussi, je pense que ça permettrait peut-être de bien évaluer le talent. Il y aurait peut-être un petit peu moins d'incongruité aussi. Ouais, mais il y a aussi un autre aspect qu'il faut pas négliger. Fait que, mettons, un processus, un kid à 16 ans qui est super bon. Okay? Au hockey, là, c'est un prospect de la Q. Il est repêché first round. La Q. Mais il veut jouer NCAA. Fait que là, coach NCAA va se faire recruter. Coach NCAA va dire, finalement, il choisit University of Michigan. Je n'importe quoi. Là, Michigan va dire, OK, ce coach-là va souvent le placer dans un BCHL ou un USHL. Comme un peu son club école. Il dit, va jouer là une couple d'années. Puis on va te prendre. On connaît le programme. Puis on va regarder comment ça va. Puis on va te prendre soit t'es 18, t'es 19. Rarement à 20, c'était aussi bon, mais dans ces eaux-là. Sauf que là, ça peut être l'effet inverse. T'sais, moi, si le junior majeur, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir, eux, dans leur façon c'est ça, de recruter les jeunes. Parce que là, t'as des jeunes qui vont être comme, je suis pas sûr. T'sais, regarde, viens avec nous, on va parler à ton coach universitaire, on va faire un plan de développement, puis on va voir avec lui c'est quoi le meilleur timing. Puis que tout d'un coup, les coachs universitaires peuvent utiliser le junior majeur canadien comme leur espèce de club école. Je dis pas que le niveau est plus fort, plus faible. Je dis juste comme, hey, regarde, si tu vas pas dans le pro, nous on te veut. Mettons, moi je suis de l'université. Mais les propriétaires dans la Ligue de hockey junior maritime Québec, que j'aurais pas dit junior majeur du Québec, mettent beaucoup d'argent au bat dans les clubs. Tu sais, puis c'est des. Mettons, je prends Sherbrooke, là, c'est 10, 11 propriétaires qui, il y a 12 ans, ont chacun mis 150 000. Es-tu intéressé à voir un jeune de 19 que tu as drafté, formé, monté, entraîné, à dire à 19, non, vas-y à Boston College, tout est beau.
parce que lui, il vend des tickets dans ton arena, puis il te vend les 4000 places au Palais des Sports, Léopold Relais. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a le bien du jeune, mais ça reste que les entreprises, les clubs de la Ligue de hockey junior maritime Québec, ce sont des business à grande majorité, puis c'est pas une ligue financièrement qui est en grande santé. T'as 33% des clubs qui font du cash, 33% des clubs qui break even, puis 33% des clubs qui perdent de l'argent. Je te comprends parfaitement ton point, mais là, après ça, une réflexion, je pense que les propriétaires puis la ligue doivent se poser, ils se disent, sommes-nous mieux de se battre contre ça ou de l'accepter puis de travailler avec ça? Puis moi, je trouve que la deuxième option est la meilleure. Parce que l'affaire, là, c'est que t'es pas en train de dire à 19, on va te laisser partir. Non. Viens chez nous, tu vas pouvoir continuer ton hockey, jouer 80 quelques matchs, ou je sais pas, 80, 70, whatever nombre de matchs là, que tu vas jouer. Tu vas te développer, continuer à l'école. Ça, c'est important. Là, ça va être important que ça soit mis. Je sais qu'ils ont fait un gros travail. C'est quand même des grosses critiques qui étaient. Mais c'est mieux que c'était, selon ce qu'on entend. Moi, je suis pas dans le cercle. Fait que je peux pas commenter en disant que c'est bon, pas bon. Mais ça dépend des clubs. Je pense que c'est ça. Puis après, selon ce que ton hockey est rendu, tu prendras la meilleure décision pour toi. Moi, c'est plus dans cet angle-là que j'irais. Versus de fermer la porte ou de dire c'est nous ou c'est l'autre. Puis après ça, le jeune peut arriver à 19 ans et dire tu sais quoi, j'aime ça ici. Des bonnes chances qu'il aime ça puis il veut pas partir. Ça, c'est le bet que tu prends en organisation. Mais si tu fights contre ça au début, je pense que tu peux peut-être te fermer des portes plus que si tu dis moi, je te ferme pas de porte, viens chez nous. Si après ça, tu veux faire le saut, tu iras puis tu auras le droit maintenant. Il n'y a rien qui l'empêche, tu peux le faire. Mais si tu aimes ça, tu peux rester. Faut pas oublier aussi, là c'est sûr que la convention collective de la Ligue nationale, elle vient échéance sous peu, mais faut pas oublier l'influence de la Ligue nationale parce que les joueurs de la Ligue canadienne et les joueurs de la NCAA, une fois repêchés, ne sont pas soumis aux mêmes règles. Non, exactement. Puis, tu sais, un joueur de la NCAA, il t'appartient pendant 4 ans. 4 ans. T'as 4 ans pour le signer. Un joueur de la Ligue canadienne, c'est 2 ans, non? C'est 2 ans, puis en plus, tu peux pas le renvoyer dans la Ligue américaine s'il y a 19 ans. Tu sais, il y a des limites aussi. Fait qu'il faut pas oublier l'influence. La Ligue nationale aussi va peut-être avoir là-dedans. La Ligue nationale va peut-être dire hey, on te repêche, mais va-t'en dans la NCAA, ça me donne 4 ans pour t'avoir joué. Mais il y a une affaire qu'il faut pas sous-estimer aussi, puis c'est là où je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser des questions, c'est la qualité des installations. Quand on va venir le temps de faire un choix, mettons, puis là, je le dis avec beaucoup de respect, là, mais si t'as Northeastern ou Boston University qui ont mis je sais pas combien dans les vestiaires, dans le gym, dans tout ça, qui sont à la fine pointe de la technologie, qui courtisent un jeune, qui passe sa vie à Bécomo, qui joue à Henry Leonard, qui joue à Dave Keon, c'est moins pire, là, le centre I Am Gold, mais les arénas de la Q sont désuètes. Les gars, les centres d'entraînement, à grande majorité, sont corrects, mais sans plus. Tu peux pas te battre contre les universités américaines. Tu sais, je parlais à des jeunes joueurs de golf, il y en a un qui s'est commis au vase du Tennessee. T'es arrivé là, il dit Max, je ne reverrai plus jamais ça dans ma vie. Quand je vais arriver dans le golf pro, je ne verrai plus jamais ça. N'importe quel parent jeune qui débarque, qui s'en va à l'université du Vermont, même à Dartmouth, va rentrer là, va faire tu veux les installations, je ne peux pas venir ici pour mon développement personnel. Cette anecdote, là, je me rappelle quand j'étais à TVA Sport, on avait diffusé la finale de la GMQ, puis je pense que c'était à Bathurst. Ah, man, c'est Henry Leonard. Oh, oui. On avait percé des trous dans les murs pour passer des fils. L'arena était tellement vieille, elle n'était même pas filée. Elle n'était pas câblée. Mais Robert Gartin à Gatineau, avant que ça devienne le centre Slush Poppy, là, Robert Gartin, quand, mettons, on débarquait pour faire des matchs à la radio sur la route, on avait un petit micro de foule. On était à peu près 2,5 pieds par-dessus le dernier rang de spectateurs. Fait qu'on entendait au niveau de la diffusion, les arénas sont des. Tu sais, là, ça commence à se placer, mais c'est pas tout le monde qui joue au centre Vidéotron. Là. Fait que les installations d'entraînement pour les jeunes, on a ça à prendre en ligne de compte aussi à un moment donné. Puis de l'autre côté, il y a des jeunes qui arrivent du scolaire où est-ce que les écoles, eux, mettent du cash dans le même style d'installation pour s'entraîner. T'sais, la game se joue vraiment là dans le off the ice, je pense. Mais juste, oui, t'as raison, mais après ça, il faut juste penser à qui ce règlement-là va affecter qui principalement. Oui. C'est pas nécessairement, je vais prendre des exemples un peu extrêmes, là, des Alexis Lafrenière ou des Caulfield ou des Lane Hudson, dans le sens, potentiellement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a rejoué NCAA, ces jeunes-là, à 18 ans. Mais où est-ce que je pense ça peut grandement impacter positivement les athlètes, c'est
voir le junior majeur non pas comme une potentielle finalité. Parce Non, que pour c'est plusieurs, c'est ça qui arrive. C'est qu'ils se disent, le Mais junior c'était une majeur... dualité, en fait. C'est comme si tu choisissais de jouer au hockey ou d'aller à l'école. Ben, c'est ça, puis ce que je veux Ouais. dire, c'est que si tu allais junior majeur, tu acceptais que les universités américaines, tu n'allais pas pouvoir jouer là. Fait que tu avais l'université canadienne qui sont très bien, Ouais. mais tu sais, quand tu parles d'installation, l'expérience, tout Ah ça, ouais. tu sais, C'est cool, là. Moi, tu sais, l'université, moi, j'ai trouvé ça. Oui. Moi, j'étais allé étudier à Sherbrooke, je suis parti de la maison jeune, mais tu sais, juste de vivre la vie de campus, c'était Ah oui, incroyable. c'est ça, Puis, honnêtement, d'avoir eu l'opportunité de le faire aux États-Unis, je n'étais pas un athlète, là, mais ça doit être incroyable. tu sais, fait que là, tu te dis, je suis un bon joueur de hockey, je sais pas si je vais donner pro, mais je vais jouer, je vais être un bon joueur Q, un bon joueur OHL, Ouais. whatever, puis que je vais jouer, puis je verrai après si je veux continuer, mais si je veux continuer, j'aurai la chance de le faire aux États-Unis, ou même si j'aurai la chance de le faire au Ouais. Canada. Tu sais, moi, j'ai toujours une vision dans le sport, c'est donnons le choix aux jeunes qui prennent la décision selon les choix qu'ils ont. Pas nécessairement un choix par défaut. Question quiz. Il y a combien de patineurs du Québec qui vont jouer NCAA en 2024-2025 selon vous? Oh boy, c'est une bonne question. NCAA D1, D3 combiné, là? Ouais, des 1 des 3 combinés. Patineur, fait qu'on exclut gardien? Ou ça, Ouais. on l'inclut? Non, tout le monde est là. Ok. Je veux dire, 100. je pense que je vais aller moins que ça. Ouais. Je pense que je vais dire 60. Il y en a 48. En 2024-2025, il y a 48 patineurs du Québec qui vont jouer NCAA. Division 1, Division 3. Avant, tu sais, Sacha Boisvert, évidemment, c'est un des Ouais. cas les plus populaires. Mais on comprend, tu sais, quand t'es parent, t'as le coach de BU qui débarque chez vous qui dit « Hey, on paye tout. Il va à l'université américaine. Ça te coûte 0. On l'héberge. On a des coachs en nutrition. Comment tu veux pas être charmé par ce qu'on te propose? » tu sais? C'est fantastique. Puis c'est ça, Ouais. c'est ça l'avantage, c'est que tu auras pu apprendre faire ce choix-là à 16 ans. Ouais. C'est les proprios pourront voir le junior majeur pour les jeunes comme je veux pas le laisser partir, c'est une chose, mais tant et aussi longtemps que les jeunes auront Ouais. l'option de le faire, il n'y a rien qui va les empêcher. Puis je pense que pour la ligue, je pense qu'il y a beaucoup de proprios qui vont voir ça de la même façon aussi. C'est bon. En anglais, on dit souvent get them in the building. Ah ouais? Ouais. Tu sais? Puis, Puis on verra après. il y a eu, on va terminer avec ça, là, mais il y a eu un stéréotype pendant longtemps. Puis on y est souvent dans le show du matin, puis Gilbert en parle souvent, les fameux college boys, puis les college boys, puis c'est pas un vrai calendrier, puis le hockey est pas assez tough. Preuve du contraire, dans les derniers repêchages, les joueurs qui arrivent des collèges américains sortent bien, en bonne position. Puis la Q fait pas super belle figure dans les derniers repêchages. Puis tu sais, il y a plein d'affaires en arrière de ça, puis c'est un autre débat. Mais ça, imagine le combo pour un club. Puis là, on parle évidemment là, du petit pourcentage de joueurs qui va accéder à la Ligue nationale de hockey. Imagine un club qui a la chance de mettre la main sur un gars qui a joué 16, 17, 18 dans le hockey junior canadien. Après ça, 18, 19. Il étudie à Harvard, genre. Ouais. Écoute, il a Ah tout ouais. vécu. Ça se peut fort bien, hein? Ouais. C'est des cas qu'on va voir, là, ça sera pas. Puis, mais par contre, le kid qui a 16, 17, 18 joue, va falloir qu'il soit une discipline et une rigueur pour Ouais. l'école. C'est sûr. Parce qu'il faut que les notes soient là. Ben, les notes, il faut qu'ils soient là. Il faut que tu aies tes cours dans un certain laps de temps. Ouais. Tu sais, c'est souvent nous, on voit ça avec ma mère souvent, des dossiers qui arrivent, c'est comme, j'ai pas fini dans un bon laps de temps, là, qu'est-ce qu'on peut, on peut-tu remédier, on peut-tu pas? Tu sais, il y a quand même beaucoup de règlements à respecter, là. C'est pas juste, ce changement de règlement-là vient pas nécessairement pallier à tous les autres éléments, dont les notes académiques, Non, tout le volet. Mais c'est sûr qu'on va voir des exemples comme ça, puis c'est ça qui est encourageant. Puis moi, tu sais, le chiffre que tu as donné, 48, là, faut qu'il augmente. Ben oui. Il faut qu'il augmente. Mais plus le hockey scolaire au niveau chez les plus jeunes va augmenter, plus tu vas rentrer dans la roue du hockey organisé à l'école, plus tu vas avoir le goût d'aller à l'école justement pour jouer au hockey éventuellement. Oublions pas, les études sont sorties. Tu sais, le hockey, c'est un sport de développement tardif. Ben oui. Notre structure de hockey au Québec n'est pas nécessairement adaptée à cette réalité-là, Non. qui, en toute honnêteté, cette conclusion-là est arrivée il n'y a pas si longtemps. Ouais. Mais c'est un sport qui se développe sur le tard. Fait que, moi, mon hypothèse, que les collèges américains, pourquoi ils ont du succès, oui, ils jouent peut-être moins de matchs, mais leur progression est constante et les joueurs arrivent à l'université, continuent leur progression. J'ai pas les statistiques, mais j'ai l'impression, de mon point de vue de fan, que la transition des collèges américains à la NHL souvent se fait plus facilement. Ben, tu joues. Les gars sont plus vieux en oui. partant. La moyenne d'âge est plus élevée. Puis aussi, je trouve que. Puis là, c'est quand même une belle généralité, là, ce que je m'apprête à dire, mais
dans un contexte universitaire comme ça, sur des campus comme ça, tu es dans une structure Ah oui. vraiment bien encadrée. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ce n'est pas juste tes talents athlétiques qui sont entraînés, mais bien comme t'es challengé intellectuellement, t'apprends, tu baignes dans un milieu aussi. Tu sais, quand tu joues, il y a des bonnes universités, là. Tes collègues de classe, t'as des collègues de classe en plus d'avoir des coéquipiers, fait que tu baignes dans des milieux super intéressants. Hey, j'inviterais les gens, pour ceux qui s'intéressent, le Frozen Four, là, il diffusait à la télé, là. Oui. De regarder des matchs de Frozen Four. Hey, ça joue en tabarouette. Non, là. j'ai été voir Harvard contre Boston College. Là, ça joue du hockey. Là, on le sous-estime parce qu'on n'y a pas accès à ce produit-là. Puis là, tu sais, récemment, j'ai regardé des séquences de jeu justement de Jacob Fowler. Je voulais voir de quoi il y avait là. Tu regardes la Celebrity l'année passée. Tu fais, OK, t'as peu. Là. Non, ça joue. Là. Il y a de l'ambiance, puis il y a du monde au match. Puis ton bandwagon, c'est les étudiants de ton école. Puis vu que c'est dans le nord des États-Unis, ça fait un peu comme au football, ça remplit des arénas. Honnêtement, c'est vraiment annonciateur, mais ça va être intéressant à suivre ce dossier-là, assurément. Hey, le quiz s'en vient, les gars, puis c'est drôle parce que cette semaine, ça m'a été inspiré par une chose que tu as dit, Alex, je pense dans le premier show. Quand la saison de la Ligue nationale de hockey commence, mon premier soir au Centre Bell, je vais m'acheter une bière pour voir combien elle coûte. Fait que pour finir le show, cette semaine, je vais vous demander de me trouver, en 2023-2024, les 5 amphithéâtres de la Ligue nationale de hockey qui vendaient leur bière le plus cher, et on parle en dollars US. En dollars US, ça vient de peut-être exclure certains marchés canadiens. Le Canadien est exclu. Ouais. Le Canadien est exclu. Je vais vous donner tout de suite, en fait, le Canadien, là, si on part de l'arrière, le Canadien vend sa bière 8,89 US. Ouais, ça fait du sens. C'est ça que le taux de change. 12,75. Vas-y, Alex, t'es meilleur que moi dans les quiz. Je vais Arrête, commencer. Là, je suis pas en train de donner la réponse, on en jase. Je pense que New York risque d'être cher. Je suis allé à Madison Square Garden l'année passée. 15 US, première position pour les Rangers de New York. Et voilà. Moi, deuxième, j'aurais dit les Kings de Los Angeles. Les Kings de Los Angeles. Les Kings de Los Angeles sont même pas proches du c'est vrai. top en plus. Fait que dans le fond, ils savent qu'ils sont pas le plus gros marché de sport à LA. Les Kings de Los Angeles, Je sais pas 8 combien. US. Quand même. C'est pas cher quand C'est pas cher. Quand t'es là-bas. Là. Mon crypto.com, non, ça, la vie à Los Angeles est assez cher. Alright. J'en ai fait une couple des arénas. Je me rappelle que. Me semble que Philly, j'avais trouvé que la bière était chère. Philly, je m'en vais encore vers le bas de la bench, non, même mauvais. Non, ok, de 12 US. T'es en 9e position, t'es vraiment pas loin. Ok. De... OK. Il y en a, mettons, là, entre 5 et 10, là, c'est des cents. Mais en fait, les Sabres, les Flyers, l'Avalanche et les Islanders, la bière est 12 piastres. Vegas? Vegas, c'est 2e. 14 US. Ça, c'est typique de Las Vegas. Ben oui, c'est rentre dans sûr. la place. Mais puis- à Vegas, par exemple, t'as des dépanneurs dans le T-Mobile, mettons, de bières importées. Fait que t'as ton kiosque où tu peux acheter ta bière en fût, mais t'as tes bières importées de genre partout aux États-Unis, puis il y en a à 18, 19, 20, 22. 22 la bière, mais 14 le prix moyen. Fait que New York, Vegas. Ouais. Dernièrement, Il va en manquer 3. les prix de New York. Ben, moi, j'allais dire Toronto. Parce que même dollar converti. canadien. Ben, moi, même converti. Même converti, je suis en train de chercher les Maple Leafs. 10 et 37 US. Équivalent de 14,50 à peu près, mettons. OK. Ça veut dire que ça les met dans le milieu de paquet à peu près 15e. Est-ce que les autres équipes de New York sont dans le portrait? Les Highlanders, on les a nommés, sont plus bas un peu. Mettons que, on va se dire, là, gagner un gros trophée, ça peut faire en sorte que tu peux augmenter les prix de ta bière dans ton Fait que là, c'est quoi? C'est Floride ou Colorado? Panthers de la Floride. Ben, voyons donc. Panthers de la Floride, ils arrivent 3e, la bière était 13 piastres. Il n'y a pas si longtemps, la Floride, c'était. Les bancs étaient 8 C'est ça. J'ai déjà acheté 2 tickets pour 40 piastres, j'ai eu un hot dog et une bière. Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est. OK, fait que c'est New York, Vegas, New York, Floride. 15, Vegas 14, les Panthers de la Floride 13 piastres US, il en manque 2. Et il y en a un qui va vraiment, vraiment vous surprendre. C'est quasiment indécent qu'on ait vendu de la bière à ce prix-là dans cette arena-là. OK. Mon Dieu. Je sais pas si c'est... mettons, dans les nouvelles équipes, là, Seattle, ils vendent ça cher, leur bière? Ou, Seattle, milieu de paquet aussi pour le Kraken de Ok. Seattle. 9$ US. OK. Tu m'as donné un indice, mais dis-moi pas que c'est les Coyotes de l'Arizona. 4e. La bière était 12,50 l'année Local, passée man. au Mullet Arena.
Faut payer les rideaux Wow. de douche pour mettre entre les gars dans le Ça, c'est incroyable. 12,50. Et l'autre club qu'on cherche, Ouais. les Ducks d'Anaheim, en 5e position à Californie. 12,50, à égalité avec les Bruins de Boston. Ah, j'avais. À Je m'en allais 12,50. dire Bruins en passant. Fait que les Ducks d'Anaheim coûtent plus cher la bière que les Kings de Los Angeles. Ouais, plus cher que les Kings. Et pour le fun, l'équipe dans la ligue Dans la barre le moins cher, qui maintenant. vend la bière le moins cher. L'équipe canadienne, la dernière équipe, c'est les Jets de Winnipeg. C'est cher, ouais. Ouais, ça, À j'allais dire. 5,93 US, Ouais. fait que c'est genre 8 et 15. L'équipe américaine qui vend sa bière la moins chère dans son amphithéâtre, selon vous? Columbus. Bon, quand même. Columbus, milieu de paquet. Dans cette ville 10,50 à Columbus. Nashville. Nashville, Ville de party. milieu de paquet, 10 Ok. piastres, la bière de Nashville. C'est quoi? Attends. Dernière. San Jose. Non. Non, ok. Ils ont vaincu le Canadien de Montréal hier au Centre Bell. Pittsburgh? Pingouin. Pittsburgh. 7$ US la bière. Ah, ville de col bleu. tu sais. Ouais, c'est ça. Pittsburgh, 7 piastres. Les Canucks de Vancouver, 7,78. Après ça, les Kings, 8. Le Lightning, 8. Les Flames, 8 et 15. Le Canadien des Sénateurs. Le Kraken, 9. Les Blues de Saint-Louis, 10. Là, les Blues, les Sharks, le Wild, les Wings, les Hurricanes, les Prédateurs, 10 piastres la bière. Les Stars, 10,50. Ok. Mais. C'est fou écoute, pareil, hein, tu sais, les Canadiens, ils payent des joueurs à US, là. Ouais. Moi, Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à Vancouver, une maison, c'est pas achetable, mais la bière est dans les moins chères. Ouais. Je comprends pas. Écoute, je n'ai pris une quand je suis allé au Centre Bell au match d'ouverture. Ça m'a coûté 12,80. Je me rappelle même Je pense plus que c'est cette année. les petits Heineken. Là, Ouais. il y a plus cher que ça, mais bonne saison. Puis bon. Santé. Ouais, santé tout le monde. Merci, Ouais. Sach. Non, merci, Max. Merci, Alex. Merci, Max. Merci, boys. Merci de suivre les compteurs. N'hésitez pas, si vous voyez des vidéos, partagez-les, aimez la page de la Commission athlétique, la chaîne YouTube. Il y a plein de super bons podcasts au fond des filets avec Olivier Brett, Fred Laure, la ligne des mêlés. Ce titre de podcast-là est écœurant. Avec Arnaud Gascon-Nadon, on parle de football. Radar avec Pierre Lebrun, Anthony Desaulniers. Processus avec Mathias Brunet. Snake, on a plein de super belles propriétés. C'est vraiment le fun. La Commission athlétique, c'est là que ça se passe. Puis nous, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des compteurs. Merci, boys. Salut! Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavami.